bonjour à toutes et à tous. Alors, à présent, nous vous proposons d'aborder un format innovant et ambitieux du rapport au jeune public et au secteur de l'éducation, que sont les écoles, les classes scolaires en résidence dans des lieux d'exposition et des musées. Donc, pour cela, nous avons l'honneur... qui tombe. Pour cela, nous avons donc l'honneur d'accueillir depuis Zurich Manuela Hitz, qui est directrice artistique et directrice des publics du musée visionnaire de Zurich. Christina Studer, qui est à côté de moi, qui est enseignante à la Weithaus-Schule à Zurich et qui est donc en partenariat avec le musée visionnaire. Jeanne Barral, qui est conservatrice de la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Et nous devions aussi recevoir Anne Oster, qui était en charge des relations avec les établissements de l'enseignement du Centre Pompidou-Metz. Mais malheureusement, en raison de la grève qui s'annonce pour demain et qui nous impacte déjà aujourd'hui, Anne, ayant peur de ne pas pouvoir rentrer chez elle ce soir, n'a pas pu se déplacer pour nous rejoindre aujourd'hui. Mais je vais essayer de faire un tout petit peu honneur à son projet tout de même. Voilà. Donc peut-être juste quelques petits mots d'introduction sur le sujet. J'ai l'impression qu'on observe en ce moment un frémissement dans la recherche et la mise en place de dispositifs pédagogiques innovants sous forme donc d'écoles qui s'installent dans des lieux culturels. Ces projets consistent donc à créer des dispositifs et des conditions d'apprentissage sur mesure et vraiment ambitieux, on va le constater, pour des scolaires, donc au sein même des espaces d'exposition. Nous allons voir à quel point ces projets redéfinissent le rapport que les élèves entretiennent au lieu culturel en les engageant réellement dans la vie du lieu, leur permettant ainsi de développer de manière significative leurs compétences psychosociales et langagières, entre autres. Ces projets, on le verra, ont aussi en commun de mettre en jeu différemment les liens entre cognition et émotion. Et les œuvres qui entourent les élèves permettent vraiment de mettre en œuvre une pédagogie transdisciplinaire. Pour faire un rapide tour d'horizon, en France, vous le savez peut-être, la Fondation Giacometti à Paris a annoncé récemment la création d'un grand musée-école pour 2026. La Fondation Lambert en Avignon a initié en 2019 la micro-école Inspire, destinée particulièrement aux élèves de CM1, CM2 en décrochage scolaire. Le Centre Pompidou-Metz donc, a accueilli en 2022 des groupes classes en résidence dans le cadre d'un projet sur mesure que nous allons voir un tout petit peu tout à l'heure. Et la Fondation Cartier donc, présente actuellement une exposition de Fabrice Hibert conçue comme une école et que j'ai eu le plaisir d'aller voir et je vous en partage ici le document, une magnifique exposition qui a lieu jusqu'à fin avril que je vous encourage vraiment à aller voir. Un rapide tour d'Europe, mais vraiment très rapide et parcellaire certainement. Les initiatives de ce type sont à ma connaissance encore assez rare, je crois. Donc, le musée visionnaire mène un projet de ce type sur le long terme depuis 5 ans. Avec une classe de CM2. J'ai repéré aussi une école-musée à Barcelone au sein du MUBA, le musée dédié à l'histoire de la ville avec des élèves de primaire. Mais c'est surtout à ma connaissance aux États-Unis qu'on trouve davantage ce genre de musée-école ou d'école-musée couvrant les élèves de la maternelle au lycée. Donc avec des formats variés, une école installée dans un musée ou un musée en résidence dans une école. Certains d'entre vous connaissent peut-être la célèbre New York City Museum School, mais qui, elle, s'adresse aux étudiants. Hein. C'est dans le cadre des études secondaires. Et aux États-Unis, ces initiatives sont davantage fédérées qu'en Europe, puisqu'il existe un réseau qui s'appelle National Association of Museum Schools,
qui d'ailleurs, si certains d'entre vous ont la chance d'y aller, se réunit en février à Atlanta en un grand congrès. Donc à quand un congrès de ce type en Europe, on l'espère. Mais en tout cas, cette association aux États-Unis a mené une étude qui montre de manière éclatante que les résultats scolaires des élèves dans des matières classiques aussi horribles que les mathématiques par exemple ou la géographie, des élèves qui participent à ces programmes sont largement meilleurs que ceux de leurs pairs qui n'ont pas cette chance. Donc je vais à présent me tourner vers nos intervenantes. Alors, vous, Jeanne, en premier, je commence par vous, puisque votre projet est dans l'actualité et tout nouveau en ce moment. Donc, vous venez d'inaugurer en décembre 2022 un projet d'école imaginé par l'artiste Fabrice Hibert comme un élément vraiment constitutif de son projet d'artiste dans le cadre de son exposition monographique. Donc, pourquoi Fabrice Hibert a-t-il souhaité concevoir un tel projet et quelles furent ses sources d'inspiration ? Je suis Jeanne Barral, la conservatrice et commissaire de l'exposition de Fabrice Hibert qui s'appelle La Vallée à la Fondation Cartier et qui a actuellement lieu à la Fondation Cartier à Paris. Cette exposition a commencé le 8 décembre et dure jusqu'au 30 avril. L'exposition s'appelle La Vallée, mais c'est surtout une exposition école. Certes, la Fondation Cartier a toujours eu à cœur de mener des projets éducatifs, de recevoir des classes, des scolaires pour des visites. Mais là, c'est vraiment toute l'exposition qui est elle-même une école avec un programme très particulier. En fait, ce que souhaite l'artiste Fabrice Hibert pour cette exposition, c'est vraiment qu'on puisse apprendre de son travail, apprendre de ses toiles, créer du savoir au sein de l'exposition et en fait faire école et créer de la connaissance un peu collectivement au cours de cette exposition. Pour lui, toutes les expositions devraient être des écoles. Pour lui, on devrait pouvoir s'asseoir devant les œuvres d'art pour apprendre des œuvres d'art en permanence. Là, c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en place avec La Vallée. Cette exposition, elle porte le titre du lieu où il a grandi et où il vit actuellement en Vendée, au sud-ouest de Nantes. Fabrice Hibert, il est né en 1961 à Luçon. Dans le sud de la Vendée, et il a repris au fur et à mesure la ferme de ses parents qui étaient éleveurs de moutons en Vendée. Et en fait, dans tous les petits corps de ferme, il a installé ses ateliers. Et autour de cette ferme, il a semé une forêt d'une centaine d'hectares. En fait, Fabrice Hibert, pour lui, sa carrière a décollé assez vite. Et dès qu'il a eu un petit peu de moyens financiers, il a acheté un demi, puis 1, puis 10, puis aujourd'hui 100 hectares pour semer une forêt qui est devenue vraiment un laboratoire pour lui. C'est à la fois sa première œuvre, qui est une œuvre totale, une œuvre paysage. Il a vraiment créé un paysage qui était au départ en fait un paysage très agricole et même en train d'être aux prises avec une agriculture industrielle qui se développait dans les années 60 et 70 quand il a grandi. C'est vrai que c'était l'époque du remembrement, des grandes cultures céréalières, de l'implantation du maïs dans toute la France et notamment dans l'ouest de la France. Et Fabrice Hibert, il a voulu faire barrière. Il a été aidé par son père pour semer cette forêt. Donc ils ont vraiment semé des graines parce que planter de jeunes arbres n'était pas assez efficace. Et ça a été un tel laboratoire d'apprentissage parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc d'abord en plantant ces arbres, en se rendant compte que ça ne fonctionnait pas. Puis en semant, en réfléchissant à la meilleure période, la meilleure méthode, etc. Il a tellement appris de cette vallée qu'il en a fait un laboratoire à la fois d'apprentissage pour lui et de transmission pour les autres. Et c'est un endroit aujourd'hui où il reçoit énormément. Et c'est ce qu'il a voulu développer dans son exposition à la Fondation Cartier. L'idée pour lui, c'était à la fois d'apprendre et de transmettre, de ne pas se poser uniquement en tant que professeur et comme sachant,
mais d'être aussi, en tant qu'artiste, lui-même en position d'élève. Et donc, on a mis en place une véritable école où lui-même et nous tous à la Fondation Cartier, on est en permanence en train d'apprendre. Donc, ça prend plusieurs formes, cette exposition école. Il y a plusieurs aspects que je vais un peu vous développer, mais juste pour introduire, en fait, on a commencé dès le mois de septembre, alors même que l'exposition n'avait pas ouvert, à accueillir 15 classes en résidence dans l'exposition. Donc en fait, sur le même modèle que le centre Pompidou-Metz, la commissaire Hélène Meisel que j'avais rencontrée nous avait beaucoup inspiré sur ce modèle de classe en résidence. En fait, on travaille avec des établissements scolaires de région parisienne et de Vendée, donc là d'où vient l'artiste, à la fois des niveaux primaires et des niveaux lycées. Donc on travaille avec 2 lycées agricoles. Un lycée agricole qui est à Paris dans le bois de Vincennes qui s'appelle l'école du Breuil, mais qui est en fait un niveau lycée. Horticole et agricole, c'est eux qui forment les jardiniers de la ville de Paris par exemple. Et un lycée agricole plus classique et traditionnel, on va dire à Luçon-Pétré. Et des écoles primaires, donc on travaille essentiellement avec des CE1, des CE2 et des CM1. Ces classes sont en résidence, c'est-à-dire que les jours de fermeture au public de l'exposition, qui sont les lundis, la Fondation Cartier est fermée au public. Ces jours-là sont dédiés à ces 15 classes en résidence qui viennent passer toute une journée à la Fondation Cartier avec un programme qui leur est dédié et qui va bien au-delà d'une visite guidée. En fait, c'est l'occasion pour eux d'aborder leur propre programme scolaire au travers des œuvres de Fabrice Hibert. C'est vrai que le travail de Fabrice Hibert s'y prête particulièrement bien parce qu'il touche à énormément de domaines, que ce soit la biologie, donc les SVT, la physique, des questions de poésie, de littérature, mais aussi la géographie. Donc en fait, on a réfléchi dès l'élaboration de l'exposition. Moi, j'ai embauché quelqu'un exprès pour réfléchir à comment traduire les œuvres de Fabrice Hibert dans le programme scolaire de ces niveaux à la fois de primaire et de lycée agricole pour que les élèves qui sont en résidence ne se contentent pas d'avoir une appréhension artistique et culturelle de l'exposition, mais traitent bien de leur propre programme scolaire à travers les œuvres et en fait face école en face des œuvres. Donc ça, c'est le premier dispositif que je vais peut-être un peu préciser après pendant notre discussion. Donc ces classes en résidence. On a également embauché un peu en renfort et en spécialisation des médiateurs culturels qui, eux, sont là à la fois les lundis pour accueillir ces classes en résidence, mais aussi tout le reste de la semaine et qui donnent des petits cours sur chacun des domaines qui sont traités par l'artiste dans son exposition. Donc par exemple, on a un petit cours sur la physique quantique à 17h. Ensuite à 18h, on va avoir un cours sur le Tour de France. On a également des cours sur la pluie, la météorologie, le climat, les mutations génétiques, qu'est-ce que c'est qu'une greffe. Donc énormément d'aspects sont traités en 10 minutes à chaque fois devant la toile dont il est question. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une analyse de la toile, c'est vraiment le point de départ pour avoir une petite leçon qui a été élaborée conjointement avec les médiateurs qui la délivrent, moi-même et des spécialistes à chaque fois. Donc on a fait appel à des médecins, à des géographes, à des journalistes pour nous aider à réaliser ces tout petits cours, pour le coup, qui sont ouverts à tous les visiteurs tout le long de l'exposition. Et en fait, quand on entre dans l'exposition, j'espère que vous aurez l'occasion de la visiter, il y a un tableau noir qui indique tous les cours qui sont dispensés au cours de la journée. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc les classes en résidence, ces petits cours une fois par heure. Et la troisième chose qui fait classe, et c'est ce qu'on voit à l'image, ce sont des conférences qu'on appelle les Voix de la Vallée. Une fois par semaine, le jeudi soir de 19h à 20h, nous accueillons 2 spécialistes des domaines qui intéressent l'artiste Fabrice Hibert à venir échanger et s'auto-interviewer. Donc il n'y a pas de médiateur, c'est vraiment 2 spécialistes qui parlent
en prenant pour point de départ une œuvre spécifique et qui échangent, qui racontent leur propre expérience et leur propre point de vue de spécialistes et qui mettent en fait un peu à l'épreuve les hypothèses que Fabrice Hibert a pu déployer sur ses toiles et qui les mettent à l'épreuve de leurs propres connaissances scientifiques. Donc on a eu la semaine dernière l'écrivaine Marie Dariussec qui a écrit le livre Notre vie dans les forêts, et un ingénieur forestier suisse, Ernst Zürcher, qui sont venus tous les deux échanger sur la forêt et peut-on vivre dans les forêts. Donc c'était formidable. Et la semaine prochaine, on a devant un tableau qui parle de mutants, en fait, d'un corps mutant. On a invité pour la semaine prochaine, le 26, Paul B. Preciado, le philosophe trans, à venir échanger avec une athlète paralympique, donc une championne de tennis sur fauteuil roulant qui s'appelle Pauline Déroulède. Et ils vont parler du corps bionique et du corps biopolitique. Et tout cela, ça nous fait tous progresser, ça crée énormément de connaissances, y compris pour l'artiste. Donc c'est une école à tous les niveaux en fait. Bien, vraiment l'esprit de cette école, mais peut-être juste par rapport à ses sources d'inspiration. Donc on comprend bien effectivement aussi par rapport à la biographie de Fabrice Hibert, par rapport à ses origines, le prisme de son projet. Mais est-ce que, je sais pas, Freinet, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration du côté de Freinet ou d'autres voilà, types de pédagogie innovante, expérimentale ou pas? Oui, alors on a beaucoup regardé tout ce qui était les pédagogies expérimentales pour construire cette école. Mais Fabrice Hibert était aussi, lui, inspiré par sa propre expérience, son propre vécu de l'école. Lui, il a été en fait assez heureux en tant qu'élève, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et en fait, c'est par l'école et par ses profs d'art plastique que lui-même avait rencontré des artistes et s'était rendu compte que la carrière d'artiste était une carrière possible et qui s'était lancé voilà, avec deux parents agriculteurs venant d'un milieu très rural. Pour s'inscrire aux Beaux-Arts de Nantes et devenir lui-même artiste. Donc oui, bien sûr, on a énormément regardé des questions de pédagogie et surtout, en fait, c'est ce qui nous a permis de construire le projet, c'est de le co-construire avec des enseignants. Donc plus que de revenir sur des textes un peu théoriques, ça a été vraiment de travailler avec les enseignants de ces 15 classes en résidence pour vraiment construire quelque chose qui allait leur être utile et qui allait les marquer tous en tant qu'enseignants et en tant qu'élèves. Vraiment un aspect qu'on va pouvoir explorer dans le détail avec vous deux, puisque nous avons la chance d'avoir et Manuela Hitz, donc directrice artistique du musée Visionnaire, et Christina Studer, enseignante, qui ont toutes deux construit ensemble ce projet depuis longtemps. Et qui plus est, Manuela Hitz était enseignante, donc on va bien vraiment pouvoir explorer cet axe-là. Alors, à présent, on va donc s'intéresser plus particulièrement au musée Visionnaire. Donc je vais repasser en anglais pour plus de confort. Et je me permets aussi de vous préciser que... ou bien, pardon. Je vais rester en français au final. Et je me permets juste de vous prévenir que Manuela et Christina vont s'exprimer en allemand. Donc, on va avoir une traduction simultanée vers le français. Mais pour les anglophones parmi vous, il va y avoir un petit délai, donc avec une traduction consécutive vers l'anglais. Voilà, donc Manuela, donc vous travaillez ensemble avec Christina depuis 5 ans et vous avez développé pour des élèves de CM2 donc un projet qui s'appelle Schule im Museum, donc l'école au musée, avec la Weithalde Schule à Zurich. Donc j'aimerais comprendre comment ce projet est né, en quoi il consiste, et vous souhaitiez peut-être montrer une vidéo pour commencer, n'est-ce pas ?
Nous allons au musée visionnaire une fois par semaine. C'est sympa parce que les leçons ne sont pas limitées à la classe. Avec ce type d'apprentissage, les enfants apprennent à développer leur propre processus de pensée. Le musée visionnaire expose des artistes outsiders et qui ont des imaginations différentes. Les enfants réagissent très bien à ces artistes. C'est pas toujours facile d'ailleurs de les avoir parce que ils ont des personnalités quand même spéciales, mais ils sont toujours accueillis avec beaucoup d'ouverture. Et les enfants comme ça sont exposés à différents types de personnes. Au début, on entend toujours le point de vue des autres artistes. Parzival, par exemple, c'est un artiste qui expose ici et qui est très intéressé par la question environnementale. Il fait des ateliers avec nous. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une classe en espéranto avec lui. Parzival, c'est un super-héros pour moi parce qu'il veut que le monde soit en paix. La possibilité d'avoir cette expérience d'apprentissage holistique est excellente. Ici, on calcule un certain nombre de choses qui ont trait à ce musée, par exemple avec le nombre de feuilles qu'on a ici. Ok, alors donc Manuela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce projet et en quoi il consiste? Genau, vielen Dank für Merci beaucoup, oui, tout à fait. Merci d'avoir passé le fil pour qu'on ait la présentation avec les mots des enfants eux-mêmes. Alors, je voulais qu'on puisse voir ce qui est important pour eux et de quoi il s'agit. Et je vais vous dire encore quelques mots maintenant sur comment on a lancé ce projet. C'était il y a 5 ans et j'ai donné un atelier à l'époque pour lancer les choses avec Christina Studer, avec sa classe. Christina Studer m'a demandé si elle pouvait revenir un mois plus tard, parce qu'il y avait tellement d'idées, tellement de possibilités de choses à lancer comme ça, qu'elle aurait vraiment voulu reprendre dans ses cours. Moi, j'ai tout de suite été très enthousiaste de cette possibilité, de pouvoir avoir quelque chose sur le plus long terme. Et je dois dire que le musée visionnaire, c'est un petit musée qui se spécialise en art brut et en art outsider. Et nous étendons même encore un peu ce concept puisque nous exposons des artistes que l'on ne trouve pas vraiment dans le cadre typique de l'art. Et donc, il y avait les œuvres d'art que Christina voulait explorer avec ses élèves, mais aussi la question des biographies de ces artistes qui sont vraiment des outsiders, qui sont sortis du système. Donc ça permettait d'avoir cette double discussion et de parler aussi du parcours de ces artistes. C'était intéressant aussi pour moi d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je suis au musée visionnaire.
Nous avons eu de la chance parce que le système scolaire en Suisse est en train d'évoluer. Les programmes scolaires étaient adaptés et ça nous permettait d'avoir des possibilités, des libertés nouvelles pour la façon dont on décidait d'enseigner. Ça permettait notamment d'avoir des cours ailleurs, ça permettait aussi d'avoir des apprentissages différents. Et donc c'est là que nous avons commencé à réfléchir à ce qu'il se passe si, au lieu de simplement amener les élèves une fois au musée, on fait les choses un peu différentes et que le lieu, les œuvres, etc., s'ils peuvent se les approprier dans leur propre temps et avec leur propre projet. Il y avait le projet pilote de la ville de Zurich qui a permis ainsi de lancer les choses. On s'y est greffé et on a pu participer à ce projet. Et ainsi, on a eu la possibilité de faire ça sur 3 ans avec cette classe. Une fois par semaine. Donc ça, c'était le point de départ. Maintenant, donc ça fait 5 ans. Et donc, vous voyez qu'on a pu aller au-delà des 3 ans initiaux. Et les choses ont encore changé parce que comme ça, on a pu vraiment faire du long terme. On a pu explorer les œuvres, le processus créatif, les artistes eux-mêmes. Et c'est très apprécié et on espère pouvoir encore continuer. Et on aimerait comprendre peut-être maintenant quelle est l'expérience des scolaires chez vous. Enfin, est-ce qu'il y a des caractéristiques spatiales, une mise en condition, une mise en espace spécifique? Peut-être qu'on peut regarder vos images pour mieux comprendre. Yes. Ja. Also Genau, das ist das kleine Musée Visionnaire und das Spezielle daran ist, dass Oui, tout à fait. Avec le musée visionnaire, on a des classes hors les murs, vraiment directement dans la ville. On n'a pas un lieu d'apprentissage fixe. À la place, nous pouvons directement aller sur le lieu d'exposition. Et donc on apprend sur place et comme ça les élèves peuvent aussi trouver leur propre place. C'est eux qui voient où est-ce qu'ils se sentent bien, où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ne sont pas fixés sur leur bureau et sur leur chaise. Ils peuvent vraiment bouger dans l'espace. Donc, vous savez que on a il y a des tables et des chaises qu'ils peuvent réorganiser comme ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait et se déplacer réellement. Et de votre côté, quelles ont été les sources d'inspiration pour ce projet? L'inspiration, eh bien, je pense que c'est quand j'ai rencontré Christina, en réalité.
J'étais moi-même enseignante et puis j'ai étudié l'art. Cette question de l'apprentissage holistique, comment est-ce qu'on peut faire de l'apprentissage holistique avec les enfants, c'était une question qui, moi, m'intéressait beaucoup. Le fait que j'avais étudié l'art et que je cherchais aussi toujours des façons de repenser l'art, mais aussi l'école, je pense que c'est la combinaison de ces éléments et la rencontre avec Christina qui ont vraiment déclenché les choses. Avec l'idée donc d'avoir cet apprentissage, la formation aussi pédagogique, tout cela, ça nous permettait de faire le lien entre tout ça, entre la pédagogie et l'art. C'est vraiment vos profils spécifiques à vous deux qui vous ont permis d'initier et de développer ce projet. Alors, on va peut-être juste rapidement faire honneur au Centre Pompidou-Metz et à la collègue qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous en raison des grèves. Donc, je ne me permettrai pas de parler trop à sa place, mais j'aimerais quand même rapidement montrer quelques images de ce projet. Donc, en fait, au sein d'une exposition qui explorait la pédagogie depuis l'école d'art, le Centre Pompidou-Metz, dont vous connaissez probablement la volonté de recherche expérimentale sur tout un tas de sujets liés au champ de l'art, a installé donc en collaboration avec le studio de design S Marin, donc de Stéphanie Marin, au sein donc de cet espace du Centre Pompidou-Metz, un dispositif de classe expérimentale avec un mobilier et une mise en espace vraiment conçue sur mesure, comme vous le voyez là. Et très rapidement sur le dispositif, donc par rapport en ce qui concerne les scolaires. Donc, ce furent 3 classes de CM1 et de CM2 qui furent accueillies pendant 3 mois, une fois par semaine. Donc, on se situe voilà, quand même sur une volonté d'être sur une certaine durée, même si on n'est pas sur une année scolaire évidemment entière. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ce qui réunit en tout cas chacun de ces projets, c'est de ne pas se situer sur une sorte de on-off, enfin, d'être sur une certaine durée qui est plus ou moins longue en fonction des particularités institutionnelles de chacun. Alors, j'aimerais peut-être qu'on s'intéresse plus précisément aussi aux aspects pédagogiques, donc au contenu pédagogique et éducatif de chaque projet. Donc, j'aimerais comprendre comment est-ce que vous avez vraiment, vous l'avez un petit peu abordé chacune, mais comment vous avez articulé les séquences pédagogiques entre les cours classiques, les maths, la géo, etc. et le contexte et les œuvres. On évoquait tout à l'heure une médiation spécifique, mais j'ai cru comprendre que chaque projet avait un petit peu sa tonalité, que vous, par exemple, au Musée Visionnaire, vous mettiez notamment l'accent sur la formation à la pensée critique, à des compétences sociales autres qui s'ajoutent encore à la découverte des œuvres d'art et au lien qu'on peut tisser entre les œuvres d'art et les matières classiques. Donc voilà, j'aimerais vous proposer qu'on comprenne un petit peu comment se sont vraiment construites les séquences pédagogiques. Qui veut commencer? Vous, Jeanne, peut-être? Alors, merci d'avoir repartagé ces informations sur le Centre Pompidou-Metz parce que ça me permet de vous expliquer un petit peu la spécificité pédagogique et des contenus de l'école de la Fondation Cartier en comparaison avec celle du Centre Pompidou-Metz. En fait,
l'école et les classes en résidence à la Fondation Cartier n'ont pas une salle dédiée, contrairement à l'exposition du Centre Pompidou-Metz, mais le mobilier scolaire et tout le matériel est contenu dans l'exposition elle-même. Donc en fait, l'exposition est soit activée en quelque sorte par les élèves qui sont en résidence tous les lundis et également tous les matins de 9h à 11h avant 11h l'ouverture de l'exposition au public, ou bien le soir, le jeudi soir pendant les conférences Les Voix de la Vallée dont je vous parlais. Mais tout ce mobilier est aussi accessible aux visiteurs qui ne font pas partie de ce programme de classe en résidence. Et donc c'est aussi l'occasion de s'asseoir devant les œuvres, de pouvoir consulter les catalogues un peu tranquillement. Nous, le contenu pédagogique, il a été, il s'articule en fait entre plusieurs temps, à la fois l'aspect artistique et à la fois les autres matières, en quelque sorte, les autres disciplines. Donc l'aspect artistique, il se fait parce que depuis septembre, les élèves des classes en résidence ont tous rencontré Fabrice Hibert. Donc pour les Vendéens, ils se sont tous rendus plusieurs fois dans son atelier et dans sa forêt en Vendée. Et pour les Parisiens, c'est Fabrice Hibert, l'artiste, qui est lui-même allé au premier trimestre de l'année scolaire les rencontrer dans leur classe. Donc ça, c'était avant que l'exposition commence le 8 décembre. Et depuis qu'elle a commencé, les échanges continuent, mais plutôt dans l'exposition. Donc c'est vrai que Fabrice Hibert vient tous les lundis pour les rencontrer et continuer le travail avec eux. Et les classes vendéennes vont être accueillies à Paris pour quelques jours en voyage scolaire. Et les Parisiens, au printemps, en mars et avril, vont tous aller en Vendée pour voir la vallée et les ateliers de Fabrice Hibert. Et ce qui est assez sympathique, c'est que des liens se tissent entre les classes elles-mêmes, même au-delà de Fabrice Hibert, puisque les élèves sont accueillis dans les internats des uns et des autres. Donc en fait, les lycées agricoles sont ainsi jumelés pour pouvoir s'accueillir les uns et les autres. Et au niveau primaire, il y a également des journaux qui sont écrits et une chaîne de mails qui se met en place dans ce cadre-là. Et en fait, pour ce qui est de la pratique, des pratiques littéraires, de rédaction, en fait, ça fait partie prenante aussi des apprentissages des élèves de primaire, mais aussi de lycée, de savoir comment rédiger un article, comment présenter un petit journal de classe. Donc ça, c'était déjà en fait via l'artistique, ils sont déjà rentrés dans d'autres disciplines. Et ensuite, pour ce qui est des matières un petit peu plus scientifiques, là nous avons fait en fait un gros travail de préparation de dossiers pédagogiques pour les niveaux de primaire, donc à la fois les classes élémentaires et les cours moyens, et pour le niveau de lycée agricole et horticole, en travaillant dès l'année dernière, dès le dernier trimestre de l'année scolaire 2021-2022 avec les enseignants, pour pouvoir voir comment eux, leur matière et leur discipline pouvaient trouver des échos dans les œuvres d'art. Et en fait, on a fonctionné en faisant un dossier pédagogique sous forme de glossaire. Donc, chaque entrée est en fait une définition vue par l'artiste d'un thème, par exemple biodiversité. Et à chacun des 3 niveaux qui sont touchés par les classes en résidence, comment on peut l'aborder. D'une part, quel type d'atelier on peut faire à l'école et quel type d'atelier il sera possible de faire à la Fondation Cartier. Donc ça, c'était un deuxième aspect. Et évidemment, les médiateurs ensuite sur place sont toujours là pour faire le relais auprès des instituteurs. Et ça, je crois que c'est fortement apprécié parce que même si tous les enseignants sont devenus un peu spécialistes du travail de Fabrice Hibert, de temps en temps, ils ont quand même des questions à poser plus spécialisées une fois qu'ils sont sur place dans l'exposition. Merci beaucoup. Et de votre côté, Manuela ou Christina, voilà, plus particulièrement, comment s'orchestrent les contenus pédagogiques chez vous ?
Pour nous, c'est très important que dans la formation, on ait aussi une formation esthétique de nos élèves. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a beaucoup plu de pouvoir faire classe dans un musée. Wie? Ja. Genau, ich nahm dann eigentlich meine alltäglichen Themen, die ich im Unterricht J'ai mes thématiques quotidiennes en classe, bien sûr. Par exemple, en mathématiques, les différentes perspectives, les proportions géométriques, etc. Tout ça, je l'amène avec moi au musée. Et une fois, on a pris des mesures de tout le musée avec différentes méthodes. On a utilisé la mesure avec un outil laser, par exemple, et donc les élèves ont pu prendre des mesures géométriques ainsi, les mesures des escaliers, par exemple. Et ensuite, on a invité un architecte, l'architecte qui a construit le musée, et on a pu ensuite discuter ensemble. On a regardé les plans du musée, on a comparé avec les mesures qui avaient été prises par les élèves. Après quoi, nous avons également pu fabriquer une maquette. Les enfants ont ainsi pu apprendre tout ce qui est nécessaire pour avoir un musée en réalité. Par exemple, le fait qu'il y a des pièces de stockage. C'était très important pour moi qu'il n'ait pas seulement cet œil sur les œuvres d'art, mais que vraiment il puisse voir au-delà de cela et tout explorer dans l'idée même du musée. Christina, justement, j'aimerais maintenant qu'on comprenne un petit peu mieux votre perspective en tant qu'enseignante, puisque nous avons la chance de vous avoir. Comment vous avez accueilli la naissance de ce projet et quelles ont été les réactions du corps enseignant par rapport à un projet aussi ambitieux et aussi de l'administration scolaire, des parents. Est-ce que ces réactions ont été positives d'emblée? Est-ce que vous avez dû faire face à des résistances, voilà, comprendre un petit peu quelles étaient les réactions de l'écosystème au niveau de l'établissement scolaire et de ses parties prenantes. Ja, das ist natürlich, Oui, bien entendu, il y a eu beaucoup de réactions positives, mais aussi quelquefois un peu plus critiques. La direction de l'école a toujours été à mes côtés. Ils m'ont toujours soutenue pour tout le projet. Ils voyaient vraiment tout l'intérêt, tout le positif que ça pouvait apporter. Mes collègues enseignants et enseignantes, dans l'ensemble, étaient curieux. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous invente là? Et puis, je pense que c'était le cas de la plupart des gens. Il y a pu y avoir quelques sceptiques aussi.
qui se sont dit qu'est-ce que c'est encore que cet objet-là. Mais avec le temps, eh ben, on a eu de la chance et le projet s'est étendu aussi dans le temps. C'est devenu quelque chose de plus long terme. Et au fur et à mesure, même ceux qui étaient plus sceptiques se sont dit ah bah oui, en fait, c'est intéressant. Und ja, heute ist das Projekt fortgeschritten. Aujourd'hui, le projet a vraiment bien avancé. On l'avait un peu réadapté au bout de 3 ans. Es konnte natürlich einfach eine Klasse von einem großen Schulhaus von diesem Projekt profitieren. On avait un petit problème qui est qu'on n'a qu'une seule classe qui peut vraiment en profiter. Ça, c'était une problématique parce que ça semblait un peu injuste pour les autres. Il y a ceux qui peuvent y aller toutes les semaines, qui vont toutes les semaines au musée sans avoir à payer leur ticket d'entrée. Et donc là, on a voulu réadapter un petit peu les choses à cause de cela. Maintenant, on a tous les CM1 qui ont l'opportunité de participer à ce projet. Ce n'est plus limité à une seule classe. Donc ça a vraiment permis d'intégrer cela pour tout le monde. Quand on arrive en CM1, eh bien, on profite de cela et on va une fois par semaine au musée. Ça permet aussi de faire participer beaucoup plus d'enfants au projet. Sag noch etwas. Dann gab es natürlich auch noch die Eltern. Et puis après, la question des parents. Und waren am Anfang auch eher skeptisch. Okay, was Bien sûr, il y a eu des sceptiques qui se sont dit qu'est-ce qu'ils font là avec leur visite hebdomadaire. Und ja, und mit der Zeit, okay, über 3 Jahre ist das angedacht, là encore, dass wir das ça a machen duré wollen. 3 ans, donc au fur et à mesure, da gibt es ja ils auch se sont einen Weg, den man familiarisés vom avec tout cela. Schulhaus bis zum Museum Depuis zurücklegen musste. l'école jusqu'au musée, il faut en plus se déplacer et ça prend 15 minutes en tram. Et donc il y avait aussi des parents qui disaient oui mais bon, ça c'est 15 minutes aller plus retour, c'est du temps qui pourrait être utilisé pour enseigner. Et donc là on a eu des retours là-dessus et il a fallu trouver une façon créative de résoudre ce problème. Eh bien, dans les trams, les élèves maintenant remplissent leur journal. C'était une façon de réagir de manière un peu créative à cette critique. Donc on comprend qu'il y a eu des résistances, des difficultés à surmonter. Vous, Jeanne, est-ce que vous seriez d'accord pour nous partager peut-être les difficultés, les défis que vous avez eu à affronter dans la mise en place d'un projet, certes à petite échelle, mais quand même très ambitieux ? Évidemment, on en a eu également. En fait, nous, on a eu énormément de chance de trouver un relais dès le départ auprès d'une enseignante de CE1 dans une école à Vincennes qui s'appelle Anne Gros-Lafège et que je salue,
qui avait été assistante de Fabrice Hibert il y a 20 ans, avant de devenir enseignante, parce que même si elle avait la possibilité de transmettre par son travail auprès de Fabrice Hibert, c'était ce qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, cette année, avec ses élèves et ce programme de classe en résidence qu'elle emmène toutes les semaines, soit chez Fabrice Hibert, soit dans la Fondation Cartier, elle arrive à mener ces deux passions de front, on va dire. Et donc c'est vrai que cette personne a été pour nous très très importante dans l'élaboration du contenu pédagogique, mais c'est à son contact qu'on s'est aussi rendu compte de la plus grosse difficulté. Parce qu'en fait, donc ça a été notre première classe partenaire. Ça tombait un peu sous le sens que cette institutrice allait faire partie du programme. Et donc, ça a été notre première vision des difficultés, parce que ça a été nos premières rencontres avec la directrice de son établissement, puis le directeur de l'académie et du rectorat. Et en fait, ce qui a très vite coincé, au-delà du fait que les élèves de CE1, donc assez jeunes, allaient devoir prendre le métro presque toutes les semaines, ce qui était un petit peu compliqué. Et évidemment, le car scolaire n'était pas une possibilité, parce qu'il est très très cher en fait, un car scolaire pour 3 CE1, parce que évidemment, ces deux autres collègues de CE1 de cette institutrice se sont joints au projet très rapidement. Donc ça aurait été 2 cars scolaires pour 100 élèves, et ça coûte vraiment une fortune. Donc ils viennent, et c'est très bien, en transport en commun, mais voilà, il y a eu des petites difficultés à surmonter auprès de la directrice de l'établissement. Et ensuite, pour ce qui est du volet de voyage en classe verte en Vendée, ça aussi, ça a été assez difficile, et on a dû vraiment trouver des façons de vraiment défendre le projet auprès de l'académie et du rectorat, pour défendre le fait que effectivement, il n'y avait que quelques classes de chaque établissement qui allaient pouvoir bénéficier de ce voyage scolaire. Mais en un sens, c'est le cas de tous les voyages scolaires. Moi, j'ai jamais vu de voyage scolaire qui faisait partir toute une école d'un seul coup. Mais bon, voilà, il fallait vraiment défendre le projet pédagogique, son intérêt. Et il fallait surtout, avant de présenter le projet, avoir tout calé. Donc, c'est-à-dire tous les lieux d'hébergement, et c'est pas forcément simple non plus pour 100 élèves, avoir calé tous les accompagnants. Avoir trouvé des solutions financières pour chacun. Donc évidemment, il y a à chaque fois différents cas. Soit les familles peuvent contribuer, soit certains établissements scolaires préfèrent qu'on ne demande aucune participation aux familles. Donc dans ces cas-là, on a dû adapter, trouver des solutions auprès de la SNCF, auprès de lieux d'hébergement. Et c'est vrai que la Fondation Cartier a un petit peu participé également financièrement à sa hauteur au voyage scolaire. Mais ça a été une difficulté, mais finalement qui nous a fait aussi rencontrer énormément de maillons du monde éducatif. Pour nous, on a aussi travaillé avec l'école de l'Ambre, qui est l'école primaire vraiment en face de la Fondation Cartier dans le 14e. Et ça permet aussi un maillage territorial de quartier qui est en fait super fort, parce que tout ce programme pédagogique, on essaye de l'élargir aux parents et aux fratries avec des formes de tickets d'entrée à tarif réduit pour les parents et pour les fratries. Et c'est vrai que d'être ancré dans un territoire et dans un quartier, c'est aussi très important. Et ça se fait aussi au niveau scolaire. Donc en fait, on était finalement contents d'avoir fait ce travail auprès des mairies et auprès des établissements. Donc on comprend qu'il y a des effets certainement bénéfiques au niveau des élèves, mais aussi des familles et de leur réseau au-delà. Moi, j'aimerais mieux comprendre en fait quels sont vraiment ces effets en fait sur les élèves et la valeur ajoutée par rapport à d'autres formats, dispositifs d'éducation artistique et culturelle plus classiques, notamment aussi par rapport à la question de l'échelle, parce qu'au fond, ces projets aussi magnifiques
ils sont, concerne un nombre très restreint d'élèves. Et quand on pense aux missions de démocratisation culturelle, des institutions culturelles qui doivent servir un grand nombre au fond de jeunes publics. J'aimerais comprendre d'une part les effets par rapport à cette question d'échelle et aussi dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on pourrait augmenter d'échelle, changer cette échelle. Also das ist eine gute Frage. Entschuldigung für die Verzögerung. Pardon pour le délai. Oui, c'est une bonne question. Es gibt eine Lawine. Je pense qu'il y a vraiment un effet boule de neige. On commence petit et puis ça prend de l'ampleur. Avec cet apprentissage holistique et cette réflexion créative, c'est quelque chose qui va se répercuter sur l'ensemble de la vie. Alors, on peut se dire, bon, mais ça, c'est pas de l'apprentissage, c'est pas de l'école, ce qu'on fait. Et pourtant, c'est vraiment une appropriation qui va porter sur beaucoup de choses. Ils vont vraiment s'approprier plein de choses, y compris, par exemple, du vocabulaire français. Donc là encore, je dirais, ça commence petit, et puis ça augmente parce qu'il y a toujours de nouveaux projets qui peuvent venir s'y ajouter. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Il faut vraiment commencer petit. Ce n'est que comme ça qu'on peut ouvrir une nouvelle chose, une nouvelle possibilité. Et comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer d'échelle au fond? Parce qu'on se dit que chaque château, chaque musée devrait avoir son école, non? Quartier, on a trouvé deux solutions pour toucher un plus grand nombre que ces 15 classes qui ont beaucoup de chance d'être dans le programme, il me semble. C'est d'une part qu'en fait on documente par un film tout le programme pédagogique. Donc c'est un réalisateur qui s'appelle Olivier Lambert avec sa société Lumento qui documente et qui va faire un film documentaire qui va s'appeler À main levée sur vraiment tout ce programme. Et ça devrait sortir en salle de cinéma, donc voilà, ça va avoir, on l'espère, une audience un peu plus large que les 320 élèves qui sont touchés. Et d'autre part, le programme de conférence... La sortie Alors la sortie, donc en fait, Olivier Lambert suit les classes toute l'année jusqu'au mois de juin, et ensuite il va être en montage, donc on imagine une sortie fin 2024. Voilà, mais qui pourra être aussi diffusé dans les établissements scolaires qui avaient été partenaires. Et la deuxième chose, c'est que les conférences du jeudi soir avec les deux spécialistes, les conférences croisées, elles sont enregistrées et donnent lieu à un podcast qui s'appelle aussi Les Voix de la Vallée. Et c'est une autre, d'ailleurs je vous invite à les écouter si ça vous intéresse, c'est une autre façon aussi de garder une trace et d'avoir une audience un peu plus large que les seules personnes présentes dans la salle. Wir haben auch Filme auch gemacht. Nous avons nous aussi des films qui ont été faits. Alors je vous ai montré déjà quelque chose et puis on avait aussi un film avec le travail de Ben Wilson qui est venu de Londres, qui peint les chewing-gums dans la ville. Nous avons récolté de l'argent pour pouvoir faire venir Ben Wilson à Zurich et pour que les élèves puissent passer une semaine avec lui. Cela a permis ensuite de travailler avec la ville et avec le canton de Zurich pour faire une plateforme où les élèves d'autres classes et d'autres écoles pouvaient aussi demander ainsi à participer. Et comme ça permettait aux élèves qui avaient été avec Ben Wilson de diffuser ce qu'eux avaient appris auprès des autres.
So I have one last question to you because we're not running out of time. Pardon, en français. Une dernière question de mon côté avant des éventuelles questions de la part du public. Est-ce que voilà, vous auriez des conseils à donner aux professionnels parmi nous des lieux patrimoniaux ou musées qui auraient envie de mettre en place un tel projet ? Also ich glaube einfach wirklich probieren. Je crois vraiment qu'il faut essayer des choses nouvelles avec passion. Et il y a plein de choses qui réellement sont possibles. Il suffit de commencer et après on peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se développent aussi au fur et à mesure qu'on le fait finalement, ça on l'a toujours vu. Et puis sinon vous pouvez aussi venir à Zurich et puis on pourra y réfléchir ensemble. Très volontiers. On serait ravis de s'ouvrir encore plus. C'est à la Fondation Cartier ce qu'on a trouvé particulièrement... Oui, ce qui était particulièrement positif sur ce projet, c'était de mettre en lien les différentes équipes à la Fondation, donc à la fois la conservation. Moi, en tant que conservatrice, normalement, j'aurais pas forcément eu la main ou mon mot à dire sur les aspects pédagogiques, éducatifs, les rencontres et les visites. Et là, en fait, ça a été quelque chose qu'on a vraiment construit avec le service des publics et le service de la conservation et le service de la communication qui couvre aussi à la fois le documentaire et le podcast et de l'événementiel pour ce qui est de la mise en place de ces conférences. Et en fait, ça a été vraiment ce projet d'école, l'occasion de se retrouver entre nous et de faire quelque chose de vraiment collectif. Donc ça, ce serait un conseil que j'aurais à donner, ce serait de ne pas... cantonner ces aspects éducatifs et pédagogiques juste au service des publics, parce qu'en fait ça peut être le cœur de l'exposition et ça peut être le cœur du projet. Donc ça c'est une chose, et l'autre chose, nous on a eu la chance de pouvoir justement embaucher une jeune femme pour faire tout le lien logistique et de contenu pédagogique avec les 15 écoles. Et en fait, c'était vraiment pas de trop parce que depuis qu'elle est arrivée, elle a vraiment du travail à plein temps et c'est ce qui fait aussi la qualité du projet, je pense. D'accord, donc de la transversalité et des moyens humains supplémentaires. On en revient toujours à ce sujet. Manuela, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public ? Oui, s'il vous plaît. Ça marche, oui, c'est bon, super. Eh bien, merci beaucoup, c'était absolument passionnant comme conférence et puis toutes ces initiatives qui sont absolument fondamentales, tant pour leur pluridisciplinarité, qui développent l'esprit critique, qui sont un vecteur d'apprentissage aussi par les méthodologies de la recherche. J'en suis intimement convaincue. Vous avez abordé pas mal de points. Juste, je voulais revenir par rapport à justement l'inspection académique, peut-être pour Anne Oster. Donc, au-delà des leviers... Anne Oster n'est pas parmi nous, justement. Ah, pardon, excusez-moi, Jeanne Barral. Pardon. Excusez-moi. Des leviers logistiques, on va dire. Comment ils suivent ce projet-là ? Est-ce que peut-être il y a des chercheurs en sciences de l'éducation, en sociologie, qui peuvent aussi suivre le dispositif pour
évidemment, on a envie d'avoir une forme d'essaimage en tout cas. Et donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, j'en ai plein d'autres, mais je vais laisser la place aux autres. La deuxième question, c'était sur le volet peut-être au niveau du changement d'échelle pour passer du qualitatif au quantitatif. Est-ce qu'on se rend bien compte de tout le travail que vous avez fourni autour de ce projet-là? Est-ce qu'il y a des formes d'itinérance possibles autour de l'expo et puis tout ce package des liens avec les programmes, etc. Enfin, comment vous envisagez ça? Merci. Pour ce qui est des liens sur le long terme avec l'académie, on est heureux de les accueillir en fait pour une journée entière de formation à la Fondation Cartier. Donc il y a des cadres qui vont venir découvrir l'exposition et venir justement réfléchir sur des questions de pédagogie à l'extérieur de l'école. Et pour nous aussi, je pense que ça va être l'occasion de les rencontrer et d'apprendre de ce que c'est que leur métier. Et pour ce qui est de l'itinérance, l'exposition, elle pourrait être itinérante, mais il ne faudrait pas que ce soit sans cet aspect école. Et effectivement, on pourrait se contenter de faire tourner les toiles, mais en fait, ce ne serait plus l'exposition, puisque ce qui fait l'exposition, c'est à la fois les classes en résidence et ce programme de conférences des Voix de la Vallée. Donc, il faudrait en fait la remonter entièrement, quoi. Effectivement, c'est pas une exposition clé en main et ça demande du travail de terrain. Une dernière question peut-être? Non? Eh bien écoutez, je vais vous remercier infiniment. Et chère Manuela et Christina, j'espère que vous allez pouvoir rentrer malgré les grèves à Zurich. En tout cas, on va s'en occuper pour vous. Merci beaucoup, chère Jeanne. Et